Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui le responsable départemental du MoDem, le mouvement démocrate des Vosges donc, et également candidat de la majorité présidentielle pour les élections européennes qui ont lieu dans quelques jours maintenant. Daniel Ndao, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vous connaît très bien dans le monde associatif. Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé vers le monde politique? À partir de quel moment vous vous êtes dit, faut que je m'engage autrement? Depuis toujours. Je suis engagé dans la vie associative depuis 2008. Et pour moi, être engagé dans la vie associative, c'est aussi une forme de faire de la politique, parce qu'on le fait pour les gens, pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la commune ou d'un département. Donc pour moi, j'ai toujours eu ce sentiment de faire de la politique. Et il y a un moment donné dans ma vie où j'ai été confronté à quelques difficultés qui m'ont fait réaliser que pour faire avancer les choses, il faut que j'aille plus loin et que j'aille de l'autre côté. Donc c'est de faire de la politique. Alors, question adjacente, faire de la politique, oui, mais pourquoi le centre? Qu'est-ce qui vous a attiré, particulièrement chez le MoDem? On va rappeler qu'il y a beaucoup de composantes au centre, hein. Vous auriez pu aller chez Renaissance, chez Horizon avec Édouard Philippe, au Parti Radical. Il y a beaucoup d'élus vosgiens qui sont au Parti Radical. Pourquoi le MoDem? Pourquoi chez François Bayrou pour vous? Ce qui m'a attiré chez le MoDem, c'est vraiment les valeurs humanistes. Donc moi, ce que je vois en les personnes que je côtoie, et ce que je vois aussi en moi-même, ce que j'essaye de défendre comme valeur, ce sont vraiment les qualités humaines et les valeurs humaines. Et je pense qu'en politique, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir nous réconcilier avec nos concitoyens qui ont une grande méfiance de la part de leurs élus. Donc c'est toutes ces valeurs-là qui m'ont donné envie d'adhérer au MoDem et qui font que chaque personne peut retrouver sa place dans la société en fonction des valeurs qu'il prône dans le strict respect des lois et de la République. Valeurs européennes, hein. On sait que François Bayrou est très attaché à la construction européenne. Donc dans quelques jours, on va voter. Ça sera donc dimanche prochain pour la France métropolitaine. Vous êtes sur la liste de la majorité présidentielle, la liste Besoin d'Europe menée par Valérie Hayé. Comment ça s'est fait d'ailleurs? Comment est-ce que Daniel Ndao est arrivé, donc candidat vosgien méconnu du grand public au niveau national évidemment? On va rappeler que c'est donc un scrutin national, hein. Il y a 81 candidats sur chaque liste. Comment est-ce que Daniel Ndao est arrivé sur cette liste? Souvenez-vous, l'année dernière, c'était l'été dernier, la secrétaire générale du MoDem, Maud Gattel, était venue en déplacement dans les Vosges. Et dans ce déplacement, j'ai élaboré un programme où elle devait rencontrer des acteurs associatifs, des acteurs culturels, des jeunes qui ont créé des startups, c'était OK Alpha à Épinal, et elle avait apprécié cette visite parce qu'elle a été vraiment au contact du terrain, et c'est ce dont elle avait envie de voir, et c'est ça qu'elle avait apprécié, et je me souviens qu'elle a toujours dit que euh, faire adhérer des personnes dans notre mouvement, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est d'abord de nous montrer et d'accompagner ces personnes-là et d'être au contact de ces personnes-là pour leur faciliter dans leur mission à chacun et à chacune. Et Donc vous avez fait quand même preuve de candidature. C'est vrai qu'on vous a repéré, mais c'est vous qui avez toqué à la porte, clairement, en disant tiens, ça m'intéresserait de. C'est comme ça que ça s'est passé? ça s'est passé, mais elle a eu justement une bonne expérience par rapport à cette visite. Et ensuite, quand il y a eu une appel à candidature à tous les adhérents du mouvement démocrate de France, je me suis dit, pourquoi pas, mais je ne l'ai pas fait par calcul pour pouvoir être sur la liste, je l'ai fait pour pouvoir mettre sur papier et envoyer mon CV et faire connaître ce que je mettais en place en termes d'action associative en direction de la culture et de la jeunesse. Donc du coup, j'ai candidaté en février et ma candidature a été retenue à ma surprise générale parce que du jour au lendemain, je devais aller à Paris pour pouvoir signer mon document CERFA. Et du coup, moi, je l'ai fait pour faire connaître mes actions dans un premier but. Et ensuite, une fois que j'ai été retenu, j'allais pas rétro-pédaler, donc j'ai accepté de figurer sur la liste. Voilà comment un des rares Vosgiens a figuré sur ce scrutin. On pense également à Sandra Blaise, évidemment, qu'on a reçu ici il y a quelques semaines pour le Parti communiste. Alors, on va parler de ce qui se passe sur cette campagne. Votre analyse à vous, Valérie Hayé, qu'on voit derrière nous là, est très très en retard par rapport au Rassemblement national, quasiment la moitié de moins d'intention de vote. Pour vous, quel est le problème? Est-ce que, clairement, sans langue de bois, il y a d'abord un déficit de notoriété par rapport à Valérie Hayé? Ou est-ce que c'est une sanction aussi de la politique menée par le gouvernement depuis quelques années? Oui, je pense que c'est plus l'option numéro 2. Je pense que les personnes font l'amalgame entre l'élection européenne et l'élection présidentielle, donc c'est un vote sanction. Je pense qu'il y a une déception par rapport à la politique qui est menée par le gouvernement, donc forcément ça impacte sur les sondages.
Et je pense aussi qu'il y a une capacité au RN de mobiliser leurs électeurs et un manque de mobilisation de la part de ceux qui ne veulent pas aller voter mais qui se plaignent de la situation du pays ou de l'Europe ou du monde. Ceci étant, vous êtes surpris quand même de cet écart abyssal. On va rappeler qu'il y a 5 ans, Jordan Bardella avait gagné ses élections européennes, mais avec un point d'avance sur Nathalie Loiseau, qui représentait la majorité présidentielle à l'époque. Aujourd'hui, il y a un gouffre quand même entre vos deux listes. Je ne suis pas surpris. En fait, ceux qui votaient à gauche par le passé votent extrême droite, pour les raisons que je ne connais pas. Mais je pense Une partie, c'est quand même pas tous les gens de gauche qui ont basculé à l'extrême droite. Beaucoup chez la jeunesse, et ça m'inquiète. Et je pense qu'il y a un manque de lisibilité en fonction de ce qu'est le programme du RN. Donc ils vont aller plus voter malheureusement pour le candidat du RN parce qu'il est jeune, donc il s'identifie à quelqu'un de jeune, et parce qu'il incarne quelqu'un de moderne. Et donc je pense qu'il y a aussi un défaut aussi de reconnaissance de la part des citoyens vis-à-vis des donc candidats. En creux, si je vous suis bien, si on avait mis Gabriel Attal à la place de Valérie Ayé, ça aurait pu faire le job, comme on dit. Je pense qu'il aurait fallu mettre quelqu'un d'égal à Jordan Bardella pour pouvoir toucher ceux qui ne sont pas au fait de la politique, donc qui ne regardent pas les programmes et qui regardent plutôt malheureusement la personne. Alors vous connaissez très bien la jeunesse, on l'a dit, c'est votre terrain d'expression professionnelle depuis toujours. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va quand même préciser, parce qu'on entend beaucoup, les jeunes votent majoritairement RN. Non, les jeunes votent, le premier parti c'est l'abstention, il faut être tout à fait clair, puisqu'aujourd'hui on est autour de 35 à un petit 40% d'intention de vote chez les jeunes. Pour vous, qu'est-ce qui se passe chez les jeunes pour être attirés par ce vote-là, ce vote d'extrême droite? Moi je pense qu'il y a... Hormis le fait que ce que vous venez de dire, Jordan Bardella, effectivement, est de cette génération-là. Mais il n'y a pas que ça, forcément. Là, je pense qu'il y a urgence à repenser notre manière de faire de la politique. Je pense que ça passe par l'éducation, ça passe par l'école. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de notre vie démocratique et de la restaurer pour faire en sorte que tous les Français, donc il y a les jeunes, mais aussi tous les Français, se sentent concernés par les différentes échéances électorales et les différents rendez-vous démocratiques. Et je pense que dans quelques années, si le RN arrive au pouvoir, malheureusement, notre démocratie est en danger. Donc il y a urgence à pouvoir se poser autour d'une table et à réfléchir comment faire de la politique pour pouvoir raccrocher tous les Français à notre vie démocratique et qui retournent aux urnes. Vous êtes sur le terrain au quotidien, Daniel Ndao. Est-ce qu'il y a une appétence? Est-ce que vous sentez que la jeunesse a envie qu'on lui parle de politique, ou est-ce qu'au contraire, il y a vraiment un fossé? Oui. Je ne vais pas faire un discours fataliste. Il y a des jeunes qui s'engagent aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'intéressent à la politique. J'ai organisé un rendez-vous vendredi et il y a eu 60 personnes, dont 40 jeunes. Donc il y a quand même des jeunes qui sont engagés aujourd'hui dans le département et en France. Mais il y a tous ces jeunes-là qui se sentent complètement éloignés de la politique, qu'il faut pouvoir raccrocher. Mais c'est vrai que quand je fais campagne, il y en a qui ne connaissent pas du tout à quoi va servir cette élection européenne et à quoi sert l'Union européenne. Donc il y a un grand travail de pédagogie à faire. Et il y a aussi un problème d'appétence, c'est-à-dire que chacun est aussi livré à ses propres responsabilités. Il faut aller chercher les infos. Là, on voit les rencontres de la jeunesse que vous aviez organisées à Remiremont, ça passe aussi par ça. Alors, c'était pas un rendez-vous politique pur, mais il faut aussi réorganiser collectivement toute cette génération-là. Tout à fait. Je pense qu'il y a un travail à faire en termes de citoyenneté, de pouvoir réexpliquer ce qu'est la citoyenneté, et ça passe par ces rencontres. Il faut que les jeunes se rencontrent, il faut que les jeunes se parlent, et grâce à ces rencontres, les jeunes soient autonomes et puissent ensuite porter des actions collectives pour leur département ou leur commune. Alors au niveau national, vous avez commencé à l'évoquer, puisque tout le monde se projette effectivement sur 2027, les présidentielles et les législatives. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que l'après-Macron, puisqu'on sait que le président Macron ne pourra pas se représenter de manière constitutionnelle, comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est Gabriel Attal qui a une autoroute devant lui? Est-ce que François Bayrou, que vous soutenez forcément au sein du MoDem, peut avoir une carte à jouer? Comment vous voyez les choses? Il faut soutenir celui qui aura la chance qui aura plus de chances d'être crédible face à Jordan Bardella ou Marine Le Pen, parce que même de l'autre camp, on ne sait pas qui sera candidat. Et moi, a priori, Marine Le Pen, c'est ce qui se dit. Il y a un accord entre les deux, a priori. Oui, mais ça peut changer. Voilà. On a bien vu dans les différentes élections passées que ce n'était pas forcément le candidat présenté qui a été candidat, donc du coup, ça peut évoluer. Mais pour répondre à votre question, moi, j'espère qu'il y aura un consensus derrière un candidat.
donc par rapport à les différentes parties de la majorité présidentielle, qui se mettront d'accord pour soutenir un candidat et Avec des s'unir profils derrière lui. diamétralement opposés, hein, en termes d'âge déjà, évidemment, et d'expérience. Pour vous, quand même, François Bayrou peut encore être l'homme de la situation. Il a 73 ans aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup du modèle américain, qui est peut-être un contre-exemple, malheureusement. Est-ce que François Bayrou a envie? Est-ce que vous avez envie qu'il y aille? Eh ben oui, 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 moi je pense que François Bayrou a la confiance des Français parce que il a toujours été droit, il a toujours eu la même trajectoire, et je pense que c'est ça qu'ont besoin les Français, c'est que l'homme politique soit droit dans ses baskets et tienne ses paroles et ne mente pas aux Français. Donc du coup, moi je pense que les Français identifient bien en tout cas la place qu'a François Bayrou dans le paysage politique. Il faudra passer par une primaire, Attal, Bayrou et peut-être d'autres, ou comment est-ce que vous envisagez les choses? Ben, les primaires, je pense que ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il faut réfléchir à comment désigner le candidat. Donc ça doit être autour de la table et puis peser le pour et le contre. Et en tout cas, moi, je suis en tout cas quelqu'un qui est très engagé au niveau de mon département et au niveau local. Donc bien évidemment, la politique nationale m'intéresse beaucoup. Mais pour le moment, ma préoccupation, c'est aujourd'hui et demain. Autre figure de votre parti, le MoDem, c'est Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, qui était passage dans les Vosges dernièrement. Il a dû avaler quelques couleuvres, hein, sur la crise agricole, il faut être tout à fait clair. Ça s'est joué plutôt du côté de Matignon et de l'Élysée. C'est important quand même d'avoir des figures d'un parti comme le vôtre qui soient parmi le gouvernement, hein. Oui, oui, bien sûr. Marc Fesneau, je pense que c'est quelqu'un qui grandit dans le paysage politique français et qui prend énormément de responsabilités au sein du parti MoDem. Et je le remercie parce qu'il fait partie de ceux qui ont soutenu ma candidature pour la liste Besoin d'Europe avec François Bayrou. Donc, et c'est quelqu'un de très brillant. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises et à des conférences, à des réunions, et je trouve cette personne vraiment brillante. Où en est le MoDem Vosges aujourd'hui? Combien d'adhérents? Comment est-ce que vous faites vivre le parti dans notre département? Donc on a une dizaine d'adhérents, on a une cinquantaine de sympathisants, de ceux qui n'ont pas encore pris leur carte, et on a beaucoup de jeunes aussi qui nous soutiennent. Et là, pour être franc avec vous, j'ai été désigné en 2021, et jusqu'à là, j'avais pas l'envie de me montrer et d'assumer justement cet engagement et cette responsabilité. Donc maintenant, il y a eu cette opportunité qui s'est présentée à moi. Donc je souhaite continuer en tout cas les rencontres citoyennes après la campagne. Et je pense que la politique, ça doit être ça qui doit être aussi important, qu'on rencontre les citoyens, pas forcément quand il y a des Que campagnes, juste avant les élections électorales. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Effectivement. Allez, il nous reste 2 petites minutes pour parler de Remiremont, puisque vous êtes élu, vous êtes conseiller municipal délégué à la jeunesse, d'abord avec Jean Ingray, aujourd'hui avec Jean-Benoît Tisserand. Rapide photographie, comment va Remiremont? On va parler surtout de culture, mais vous êtes content de faire partie de cette équipe-là? Ah oui, 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 bah, je suis content parce que du coup, ça fait déjà plus de la moitié d'un mandat qu'on a entamé. Et il Vous y a avez connu encore, 2 maires, hein. oui, j'ai connu deux maires. Je regrette de ne pas avoir travaillé plus longtemps avec Jean Ingray, mais il est toujours conseiller municipal, donc on continue à travailler ensemble. Il est très très attentif aussi sur les dossiers. Donc Remiremont se porte bien. On a eu aussi 2 années difficiles avec la pandémie Covid-19. Donc, Et une démographie, alors on dit toujours, c'est vrai que Remiremont a des atouts formidables, il est hum, quand même très bien placé géographiquement, économiquement ça se passe plutôt bien, pourtant il y a des habitants en moins, la démographie un peu en baisse, ça vous surprend? oui, ça me surprend, mais après, je ne suis pas rentré dans les détails de pourquoi les habitants de Remiremont vont ailleurs, mais en tout cas, moi, de mon côté, de mon expérience personnelle, j'ai fait venir 8 habitants à Remiremont, parce que j'ai aussi d'autres responsabilités associatives où j'ai créé des emplois, et cela a permis à ces jeunes d'habiter à Remiremont. Et d'un point de vue culturel, on a vu pas mal de vos initiatives, on va surtout dans les quartiers prioritaires pour essayer d'insuffler et d'amener la culture là-bas. On peut faire mieux, on peut aller beaucoup plus loin. Oui, pour moi, il faut aller beaucoup plus loin pour la culture. Je pense que Remiremont a une belle commune, vous l'avez dit, des belles infrastructures, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. On a 2 équipements qui peuvent être repensés différemment. Donc, en tout cas, moi, je travaille avec mes collègues qui sont, il y en a qui sont certains adjoints à la culture ou adjointes à l'animation, et on travaille justement pour amplifier notre offre culturelle. Quel domaine, vers quelle piste vous allez? Eh ben, il y a une réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire du Palais des Congrès de Remiremont. Ça a une belle capacité, de 1200 à 1500 personnes. Donc je pense qu'il y a un manque et un besoin d'un équipement culturel qui peut accueillir des artistes
avec une jauge de cette capacité-là. Donc on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le prochain mandat du Palais des Congrès. Allez, toute dernière question. Votre avenir, Daniel Ndao, politique, j'entends, évidemment. Comment vous l'imaginez? Qu'est-ce que vous avez envie de quoi? Il y aura des élections, des municipales en 2026, par exemple. Vous repartez sur la liste de Jean-Benoît Tisserand? Oui. Jean-Benoît Tisserand, moi je suis quelqu'un de loyal en politique. Je pense que c'est important d'avoir cette qualité-là, la loyauté. Et il me fait confiance, je lui fais confiance. Donc il a été souvent en phase avec mes propositions de projet. Et moi, comme je l'ai dit à Jean Agré ou à Jean-Benoît Tisserand, j'ai envie de prendre des responsabilités, j'ai envie d'aller le plus loin dans mon engagement. Et je pense que si on Mais veut... pas tête de liste dans un premier temps, dans tous les cas. Ah non. Moi, je me range derrière Jean-Benoît Tisserand. On a un maire, on a un bon maire, il a un bon bilan. Donc pour l'instant, moi, en tout cas, je souhaite poursuivre avec lui. Merci beaucoup Daniel Ndao d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que les élections c'est donc dimanche. Il y aura un reportage dans notre édition de lundi pour voir un petit peu comment les Vosgiens ont voté. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve lundi prochain avec la maire de Porcieux, Christelle Paillard. Bonne semaine à tous et à tous. À très bientôt.